Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est en live. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si on nous entend bien? Sommes-nous entendus? Je ne sais pas si... Bonsoir. Hello. Est-ce qu'on nous entend bien ou pas? Ah, super. Nickel. C'est parfait. Merci beaucoup. Bon. Bienvenue à tous sur ce live, ce stream sur Barrel Roll. Je me présente, moi c'est Ewen, je suis en cinquième année Game Design à Rubica. Et moi c'est Ethan, aussi en 5e année. Du coup, je te laisse peut-être présenter un petit peu le jeu. C'est quoi Barrel Roll? Ouais, carrément. Barrel Roll c'est un roguelike, un jeu donc du genre roguelike, au tour par tour, dans lequel on joue un cowboy de l'espace. Pas mal. Et donc, on a un genre de barillet qu'il faut construire avec des balles, avec des effets spéciaux. Et le but, c'est d'arriver à triompher de tous les hors-la-loi galactiques qu'on peut croiser. Tout à fait. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, bonsoir à tout le monde. Du coup, Barrel Roll, c'est le projet sur lequel on a travaillé en 4e année. Donc, c'était le projet Steam. Le principe, c'est que c'est un jeu qu'on réalise pendant l'année et à la fin de l'année, on doit le publier sur Steam comme un vrai jeu, quoi. Et donc, le jeu est disponible sur Steam. Voilà, on a travaillé dessus l'année dernière. Et ouais, le but du live, c'est d'y jouer un peu et de le présenter, quoi. De le présenter. Je pense qu'on peut se lancer. Je pense qu'on peut se Bon. lancer. Hop là. Ça va partir. Je vais faire une nouvelle, Alors, le jeu session. est en anglais, mais on va en discuter tranquillement. Ah, tout à fait. De toute façon, on va en parler. Ouais. Là, on est dans le saloon. C'est un peu le point auquel on revient à la fin de chaque mission. Et on doit choisir notre première mission entre deux hors-la-loi à aller affronter. Et il y a le barman qui nous décrit un petit peu les petites spécificités. Et donc là, on a notre barillet qui est en fait un genre comme un deck de cartes finalement qu'on peut modifier. Et, ce sont donc les balles qu'on va avoir quand on va affronter nos ennemis. Tu vas affronter Joe? Je vais affronter Joe, je pense. Bonsoir. C'est parti. Donc, le principe, c'est que c'est des combats au tour par tour. Voilà notre très beau cow-boy. Oui, tout à fait. Il est même possible d'y jouer. Le jeu est disponible sur Steam. Je vois qu'il y a une question, on pourra y jouer. Tout à fait. Le jeu est dispo actuellement. Il est sur Steam. Il est sorti en octobre. Ouais. Il y a... Ah. Le micro lâche un peu? Ah ouais. Apparemment, le micro lâche de temps en temps. Non, c'est bon. Ok. C'est bon. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un problème de son ou quoi. On nous dit que c'est bon, donc si ça continue, n'hésitez pas à le dire. Hello. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Donc on disait que le jeu est disponible sur Steam. Il y a une démo qui est gratuite, mais le jeu complet est payant. Mais voilà, il est disponible, n'hésitez pas à l'essayer. Là, j'ai mis une petite balle qui brûle les ennemis en première. C'est ça. Et je pense que je vais tirer sur le mec avec le plus de points de vie en face. Donc, on va profiter du premier combat pour vous expliquer un peu le jeu. On a passé le tutoriel. On va vous l'expliquer de vive voix. Ça sera plus simple. Tout à fait. Donc là, c'est la balle que je m'apprête à tirer. C'est une balle qui brûle les ennemis. C'est la balle en haut du barillet. C'est toujours celle qu'on va tirer ce tour-ci. Et donc, pour tirer, j'ai juste à cibler l'ennemi que je souhaite affecter. Et puis les ennemis, ils ont des points de vie. Alors des points de vie divisés en deux, on verra ce que ça fait après. Et le but, c'est de faire tomber les points de vie de tous les ennemis à 0. C'est ça. Hop. Donc après chaque tir, c'est les ennemis qui jouent. Le principe, c'est que vous voyez un petit chiffre jaune à côté de leur point de vie. Ça, c'est leur compte à rebours. Et à chaque tour, ils vont perdre 1 de compte à rebours. Et quand leur compte à rebours atteint 0, c'est là qu'ils vont tirer. Ils vont faire leur action. C'est ça, voilà. Un petit peu comme les duels au Far West. Il faut essayer de tuer les ennemis avant qu'ils aient le temps de sortir leur pistolet et de me tirer dessus. Tout à fait.
c'est bon pour le son. C'est nickel. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Je vais tirer sur lui, je pense, parce que là, il s'apprête à me tirer dessus. Il a un de compteur, donc il va me tirer dessus. Et en gros, quand je tire sur un ennemi, voilà, si sa barre bleue descend, si son bouclier descend à 0, en fait, il est étourdi un peu, il est en état de choc et ça lui rajoute du compteur. Donc c'est la manière qu'on a d'empêcher les ennemis d'agir. Tout à fait. Entre chaque tir, on peut choisir notre prochaine balle. Carrément, voilà. Entre les 3 suivantes. Donc là, vous voyez 1, 2, 3. C'est les 3 balles qu'on peut sélectionner. Donc le principe du jeu, ça va être de construire son petit barillet en y mettant des balles, mais en les plaçant correctement pour avoir un ordre qui nous convient. Donc là, tu peux nous sélectionner je pense que la prochaine balle. Je pense que je vais prendre celle-là. Ouais. Je crois que là, il s'apprête à m'attaquer. J'ai besoin de 4 dégâts pour lui casser son bouclier. Tout à fait. Je pense que je vais prendre une balle à 4 dégâts. Le petit chiffre qu'on voit à côté des balles, c'est Ouais, les tout dégâts. à fait. C'est les dégâts de la balle. Les dégâts qu'elles vont infliger, voilà. Donc là, tu peux break son shield, comme on dit chez les cow-boys. Mais ça l'a donc retardé. Pareil qu'il disait ça. Ouais, on a fait des recherches et tout. Hop. Première ennemi de fini. T'es fort au jeu, toi. Il paraît. Il est bon. Je le connais un petit peu. Ouais. Du coup, ce jeu-là, notamment, on a travaillé dessus avec une équipe de 15 personnes. Ouais. À l'échelle de Rubika, en tout cas, c'est une assez grosse équipe. On a travaillé 3 mois dessus pendant les cours de octobre à janvier de l'année dernière. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'été, on a pris 3 mois de plus pour le terminer et le sortir sur Steam. Ouais, c'est ça. Donc là, notre ami a tiré toutes ses balles. Ouais, j'ai plus de balles disponibles. Plus de balles dans le barillet, donc il faut recharger. C'est l'heure de recharger, le baril. Voilà. Donc ça va me permettre de récupérer toutes mes balles, mais par contre, bon, on l'aura pas vu, parce que l'ennemi est mort du feu. Il est mort brûlé. Mais quand on recharge toutes les balles, en fait, l'initiative des ennemis descend vachement plus. Ouais, ils attaquent plus vite. Et là, je crois qu'on a réussi un petit objectif du combat. J'ai tué un ennemi sans dégâts en excès, et du coup, j'ai une nouvelle balle. Incroyable ça. J'ai une nouvelle balle qui me fait gagner des points de focus. On verra ce que ça fait les points de focus dans le combat suivant. Ça a l'air super fort. Bien joué. La prime a été accomplie. Tu es maintenant détenteur de $60. Ouais, j'ai $60 que je peux dépenser comme je veux. Ouais. Le jeu, on l'a fait en combien de temps? Est-ce qu'on a répondu à ça? Ouais, on y a répondu, donc, mais ouais, globalement, on a passé 6 mois. Alors, pas 6 mois d'affilée, 3 mois, puis 3 mois. Et donc, on a sorti le jeu là en octobre, fin octobre. C'est ça. Alors, je peux acheter une balle. Donc, quand on retourne au saloon, on peut en profiter pour acheter de nouvelles balles ou différents objets avec l'argent qu'on a acquis en terminant la prime. Donc là, tu as $60, tu peux faire l'achat d'une petite balle sympa. Là, j'ai une multi-bulette. Celle-là, c'est une balle qui fait pas beaucoup de dégâts, mais elle touche tous les ennemis. Donc quand on arrive à lui donner d'autres effets, c'est plutôt sympa. Là, j'ai une galvanizing bullet qui augmente les dégâts de toutes mes autres balles une fois que je la tire. Et celle-là, ouais, quand je casse un bouclier d'un ennemi avec, il prend encore plus de retard. Oui. Je pense que je vais partir sur la galvanizing, elle est pas mal. Ok, bon choix. Tu peux du coup la mettre dans ton barillet. Ouais, je peux la mettre dans mon barillet. Donc voilà, ça c'est l'interface où je peux faire un petit peu de construction de stratégie et puis construire mon baril. La galvanizing, elle me donne de la force. Et la force, ça augmente les dégâts de toutes mes autres balles. Donc j'ai bien envie de la tirer en première, celle-là en fait. J'ai bien envie de la tirer en première. Je vais garder la balle qui enflamme, elle est plutôt sympa. Et je vais la prendre, celle-là, elle est cool. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, en général, on commence le jeu donc avec pas mal de balles rouillées, qui sont des balles normales, pas forcément les meilleures, a priori. Et puis au fur et à mesure du jeu, on peut compléter le baril avec. Exactement.
Là, c'est l'heure de choisir le prochain contrat. Je pense que je te laisse la main, Ethan. Je prends la main. Voilà. On fait ça. Bon. Donc là, face à nous, il y a deux contrats. Vas-y, là, il y a Body and Klein. Body and Clyde, C'est- le duo de bandits. Voilà. Intéressant, ouais. Et sinon, Monique la mécanique. C'est bah là, je pense que je vais plutôt partir Ah ouais. sur Body, je pense, Body and Clyde. Ouais, ça peut être pas mal, je pense. Ouais, vas-y, je lance ça. Parce qu'elles sont cool, quoi. Les musiques sont sympas. Alors, On peut avoir plusieurs pistolets dans le jeu. bonne question. Alors, bonne on ne peut question. pas avoir plusieurs pistolets, malheureusement. On tire toujours une balle par tour. Par contre, au bout d'un moment, on peut débloquer un second barillet, qui est un genre de barillet de rechange. Pour l'instant, il est lock parce que c'est la première partie qu'on lance sur cet ordinateur. Mais au bout d'un moment, on peut débloquer ce deuxième baril et ça nous permet d'avoir un baril secondaire si jamais on a besoin d'adapter nos stratégies au milieu du combat. Tout à fait. Alors, pour l'instant, donc tu m'as mis la petite galvanizing, donc dans tous les cas, je vais faire plus de dégâts après. Donc Ouais. lui, il a l'air plutôt solide. Là, Il va me on faire a très mal. là, donc on a un ennemi qui tape plutôt très fort au milieu. Voilà. Mais bon, il a 6 de compteur, donc il attaque Voilà. pas tout de suite. Il attaque dans 6 tours et les deux petits bonhommes sur Par les côtés, ils sont là pour l'accélérer un petit peu. Donc il y a Ouais. plusieurs stratégies possibles, soit les ignorer et essayer d'être plus rapide qu'eux, soit les tuer pour les empêcher de... Tout à fait. Alors, on nous demande, est-ce qu'on peut avoir des cheat codes dans le jeu? J'ai du mal face à Monique the Mécanique. Je comprends. Monique the Mécanique, très compliqué, Alors. c'est pour ça que je ne l'ai pas prise d'ailleurs. Monique the Mécanique, il y a un petit truc un petit peu auquel il faut faire attention, c'est qu'elle a souvent un sous-objectif qui dit de la tuer en première. Et ça, c'est des petits défis qui rapportent des récompenses supplémentaires quand on les complète. Mais en fait, tuer Monique en premier, c'est pour ça que c'est un défi, c'est très difficile. super dur. C'est super dur. Donc pas le faire. il faut pas hésiter, au début en tout cas, à tuer les deux ennemis sur les côtés. Voilà. Voilà, donc pas de cheat code, mais des petits conseils. Ouais. N'hésite pas. Il n'y a pas de demander, cheat code a priori dans le jeu, on n'en a pas intégré. Tout à fait. Donc là, j'ai tiré ma galvanizing boulette, j'ai gagné 1 de force. Un de Toutes mes force. balles font 1 dégât de plus. C'est ça, exactement. Et ça va m'être utile. Hein. D'ailleurs, là, c'est, je pense, le bon moment pour peut-être utiliser ma stun boulette. Qui Ouais. va, même sans casser leur shield, ça va permettre de les C'est de ça, les retarder. c'est l'effet de la balle étourdissante, c'est que ça retarde les actions des ennemis. Voilà, pour l'instant. Alors par contre, là, ce qui me fait peur, c'est que dans 3 tours, je vais me prendre Ouais, un truc qui me fait pas trop tu plaisir. peux peut-être le provoquer en duel, je sais pas C'est trop. peut-être le moment, ouais, Mais ah non, tu lui casseras pas son bouclier. pour la forme. Allez, Donc ça, c'est une mécanique qu'on n'a pas encore expliquée. Dans Barrel Roll, il y a des points de focus. Et ils permettent, c'est ces points verts là, et ils permettent de lancer des compétences qui sont des mini-jeux pour faire potentiellement plus de dégâts avec des balles, toucher plusieurs ennemis, ce genre de trucs là. Là, la compétence qu'on va tenter, c'est un petit duel. Donc c'est l'heure du duel. c'est parti, comme on dit. Ouais. Comme on Ok. dit. Donc je vais choisir ma cible, ça sera Lui, je là. pense. Hein. Et alors là, il va y avoir une cible qui va apparaître sur lui, il faudra vite cliquer dessus. Ça demande beaucoup de précision, mais heureusement, je suis un très bon cow-boy. T'étais pas loin. T'étais pas loin. T'as failli rater. On est solide sur les appuis. Ok, c'est réduit. Ok, Ok, là, il s'apprête à attaquer. Il va Il faire s'apprête à très attaquer. mal. heureusement, je suis à 2 doigts de réduire son shield, donc Mhm. ça va le retarder. C'est ce que je vais pas hésiter, hein, je pense. Hop là, ça tire. Bam. Il est retardé, mais là, il va se faire accélérer. Non, ils attaquent tous les deux. Les Ah oui, ennemis. pardon. Donc j'ai pris des petits dégâts. Donc j'ai moi aussi une barre de vie et une barre de bouclier. L'avantage avec mon bouclier, c'est qu'il se recharge entre chaque combat. Voilà. Donc techniquement, tant qu'on n'attaque pas ma vie, j'ai pas pris de dégâts au Mhm. long terme. Donc pour l'instant, ça va. Je pense que brûle un des deux sur les côtés. Je pense que c'est le mieux à faire. Écoute, je suis un très bon cow-boy, je sais me débrouiller moi-même. Tout à fait. T'as raison. Lui, il risque d'accélérer et je suis quand même pas à l'abri.
T'es sûr de ce Ouais, que tu dis là? je suis sûr de ce que je dis. Comment ça? Ok. Bon, bah, je vais suivre tes conseils, hein, mais bon. Je vais tirer sur lui. Bon, il est brûlé. Ouais. Ouais, là, ils vont l'accélérer, on va prendre un petit peu de dégâts, mais je pense que pour les tuer tous après, ça va être mieux. Voilà, donc on prend un peu cher là sur l'attaque de l'ennemi. J'ai un de bouclier là. J'aime pas cette situation. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions sur le jeu, sur le processus. fait, On est tout là à aussi fait. pour y répondre. Exactement. N'hésitez pas. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est là, quand tu casses un bouclier avec, tu regagnes des points de focus. Bah là, j'en ai peu. T'en as peu, donc... C'est pas ce que je voulais faire. Donc ça peut être intéressant. ouais, Là, j'ai un bouclier à briser. C'est le moment. carrément. Hop là. Bientôt mort du feu. Hello, hello, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça gaze un max. Ça gaze un max vu qu'on joue à barrel roll. Ouais, Ça c'est fait sûr. plaisir. Donc plus de balles, je vais devoir recharger. C'est l'heure. Hop là. Normalement, ça va. Voilà, il meurt du feu. Oula. Ok, ça va. On va se reprendre une deuxième attaque. J'ai pile ce qu'il faut pour le tuer. Ouais, là c'est... Je suis passé pas loin. Mais là, ça met des petits dégâts sur ma vie là. Ouais, on se prend un petit peu de dégâts. On a pas mal de vie, mais il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne pas mal de combats. Combat encore. Alors. C'est quoi le concept? Ouais, on peut. Alors, on va peut-être. Ouais, je vais répondre un petit peu aux questions. Tu peux finir le combat. Alors, la première question, c'est pas trop dur d'être une si grande équipe. Bah, si, il y a carrément des challenges à travailler à autant. En fait, quand on a commencé le projet, on était que 11 quand on travaillait en cours dessus. On a l'habitude de travailler sur des équipes d'à peu près cette taille-là à Rubica. On fait des projets semestriels comme ça, on en a 2 par an, et qui durent 3 mois, 3-4 mois en général. Et on travaille déjà depuis pas mal d'années dans des projets de cette taille-là. Et ensuite, pour cet été, on a recruté des personnes en plus pour finir le jeu. Et donc c'est comme ça qu'on est passé à 15. Ça demande carrément de l'organisation. On avait plusieurs personnes qui étaient dédiées au fait de faire le planning, préparer les tâches de chacun, organiser tout le monde, transmettre les informations. Donc si, carrément, c'est challengeant, mais un jeu vidéo, ça se fait pas tout seul. Dans l'industrie, c'est des équipes encore plus grandes. Donc ça nous permet d'apprendre à faire des travaux en aussi grand groupe. Tout à fait. Je vois une autre question. Je t'interromps rapidement pour expliquer la prochaine mécanique un petit peu rapidement. Donc entre chaque combat, on va avoir des petits événements. On a le choix entre 2 à chaque fois qui vont nous permettre de gagner des ressources, de nous améliorer de façon générale. Donc là, je peux soit gagner une ressource qui est le titanium, soit gagner une nouvelle balle. Moi, je pense que je kiffe tout ce qui est balle et arme à feu. Carrément. Donc je vais partir sur la nouvelle balle. J'ai le choix entre 3, encore une fois. Donc j'ai le choix entre une balle qui inflige le double de dégâts si l'ennemi n'a pas de bouclier, une balle qui augmente les dégâts que j'inflige à un ennemi qui l'affaiblit, en règle générale, en l'affaiblissant, et une balle qui fait très mal, mais qui va faire que les ennemis attaquent plus rapidement. Ouais. Donc c'est un peu qui tout double. Moi, ce qui me parle actuellement, c'est globalement de mettre fin à la vie de mes ennemis. Juste répondre à Ico75, c'est ça, qui Oui. demande ce que c'est le concept du jeu. C'est vrai que c'est l'occasion. C'est l'occasion, voilà. En gros, Barrel Roll, c'est un roguelike. Donc, l'idée, c'est que tu recommences à 0 à chaque fois que tu meurs, et il faut réussir à parcourir tout le jeu en entier pour le remporter. Et c'est un roguelike tour par tour, un petit peu comme des jeux comme Balatro, qui récemment a pas mal marché, où en gros, à chaque tour, tu dois décider de quelle action tu fais, et puis ensuite les ennemis réagissent. Et le concept, c'est qu'à la place d'avoir un deck de cartes ou d'avoir un set d'actions, on a un baril, un barillet de pistolet, dans lequel on peut mettre des balles avec des effets différents. Tout à fait. Et allez-vous adapter le jeu dans d'autres langues? On aimerait beaucoup.
On aimerait beaucoup, notamment, traduire le jeu en français. Ouais. Mais ça prend pas mal de temps. Donc, Tout à fait. on verra. On verra, on est déjà sur un autre jeu en plus. Ouais, c'est ça. En ce moment, en fait, on est. Donc, Ça, c'est notre projet de 4e année. mhm. C'est notre projet de 4e année. Là, on est en 5e année, donc on a un autre projet en cours, qui est notre projet de fin d'études. Donc forcément, on doit jongler entre barrel roll et ça. C'est ça. On fait quoi des balles normales quand on les change? On les met dans l'inventaire. Voilà. A priori, c'est des balles de départ qui sont vraiment moins bonnes que les autres, donc on peut juste les laisser là. Il est possible de les améliorer ou de les échanger parfois, mais c'est assez rare. Ouais. Tu t'en sors là Non. si, ça devrait le faire. Je vais bien sûr. focus fire cet ennemi. Là, tu as voilà. la balle, l'execution bullet, et du coup, il n'a pas de bouclier, donc tu peux le tuer direct. Exactement. Ok, 12 ok. dégâts en une seule Sympa. balle. Ça commence à être intéressant. Tout à fait. Traduire le jeu apporte quel défi? Alors déjà, c'est un jeu avec pas mal d'effets différents, avec pas mal de textes. Donc juste, on a beaucoup de textes, à traduire. Et en plus de ça, il y a dans ce genre de jeu où il y a des types d'effets, des mots-clés, etc. Il faut pas mal réussir à traduire correctement ces mots-clés pour qu'ils aient toujours un sens qui fonctionne bien. C'est ça les défis principaux, je pense, de la traduction. Donc pour le français, on parle français, donc le traduire c'est assez facile, mais assez facile. C'est moins difficile, mais dans le cas par exemple de traduire le jeu dans les langues qu'on ne maîtrise pas, il faut aussi trouver des gens pour nous aider à traduire le jeu. Et ça aussi c'est un défi. On va refaire un petit duel là. L'utilisation de l'intelligence artificielle ne rend-il pas la traduction plus simple? Alors ça peut permettre d'avoir une base pour traduire, mais la traduction de jeu et s'assurer que tout reste compréhensible, ça demande forcément de repasser beaucoup derrière. Finalement, c'est pas nécessairement plus efficace que de juste demander de l'aide pour traduire le jeu. Ça peut permettre sur des jeux avec moins de texte, ça peut se faire. Il était difficile de répartir la charge de travail également entre chaque membre de l'équipe. Alors, on a chacun des rôles. Donc, dans l'équipe, il y a des designers, des artistes, des programmeurs. Donc, les programmeurs, c'est ceux qui s'occupent de la partie technique, les designers des contenus et du design du jeu, et les artistes des visuels. Mais c'est vrai que il y a aussi un rôle de producteur qui est plutôt celui d'un facilitateur ou d'un organisateur du travail qui, dans l'industrie, un manager. Ouais, c'est un manager. Voilà. Dans l'industrie, c'est un rôle à part entière, mais nous, en tant qu'étudiants, du coup, on n'a pas vraiment de gens qui sont dédiés à ça. Je joue très mal en parallèle. Mais donc, c'était certaines personnes de l'équipe qui portaient un peu la double casquette en parallèle de leur tâche principale. Elles faisaient plutôt du managing des tâches de chacun. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé. Donc forcément ça a été un challenge, ça allait dans toutes les productions, mais je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti malgré tout. Quel est le plus gros défi dans la conception d'un jeu vidéo? Ce dont on est déjà en train de parler, c'est-à-dire la communication entre les différents membres d'une équipe. En fait, tout le monde a beau être très très fort individuellement, ce qu'il faut vraiment, c'est réussir à s'assurer que tout le monde travaille de concert et qu'il y a une cohérence qui reste sur le jeu tout le long de la production. Et donc je pense que c'est ça le plus gros défi. Parce que les compétences techniques ou la capacité de faire les choses, ça s'acquiert à force de travail, je dirais pas sans difficulté, mais en tout cas ça finit par venir. C'est vraiment la communication et garder une cohérence entre, par exemple, Ethan et moi, on fait du game design, donc on écrit un peu les règles du jeu et le concept de jeu, les effets des balles, etc. Mais il faut que ces effets de balles et ces mécaniques de jeu, elles soient raccords avec les visuels. Il faut que les visuels évoquent bien les mécaniques et
vice-versa. Donc c'est vraiment ça le plus gros défi. Et pour la durée de vie du jeu, alors un roguelike c'est toujours assez dur à estimer parce qu'en fonction d'à quel point le joueur est fort, il peut le finir plus ou moins vite. Je dirais que pour arriver à bout du jeu une première fois, il faut quand même 5 bonnes heures, je dirais. Mais ça dépend, enfin je veux dire, ça dépend de si tu finis le jeu du premier coup ou pas. Une partie, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Donc ça dépend de combien d'essais tu fais. C'est ça. Mais il y a une mécanique de rejouabilité. Ouais. À chaque fois qu'on gagne une partie supplémentaire, il y a un petit effet qui se rajoute, un niveau de difficulté supplémentaire. Et il y en a 5 différents, en plus de gagner le jeu de base. Donc il y a potentiellement de quoi faire 5 parties différentes. Donc il y a 5 niveaux de difficulté qui sont débloqués au fur et à mesure, comme a dit Ethan. Et puis ça donne pas mal de durée de vie au jeu pour les gens qui apprécient ce genre de défi, évidemment. Un level designer a-t-il sa place dans ce type de projet de jeu vidéo? Alors c'est clair que le level design, notamment dans Barrel Roll, dans ce style de jeu, il prend pas du tout la même forme que ce qu'il peut prendre d'habitude. Construire des niveaux, notamment dans des jeux en temps réel où le personnage peut se déplacer dedans, c'est vraiment une discipline très particulière qui n'a évidemment, qui n'existe pas dans Barrel Roll. Malgré tout, on a créé des niveaux. En gros, chaque rencontre avec les ennemis, elle a été conçue par nous deux, en l'occurrence. Et ensuite, elles sont mélangées, vu que c'est un roguelike et qu'il y a une part d'aléatoire, elles sont mélangées entre elles. Mais chaque rencontre d'ennemis, elle a quand même été craftée un peu à la main. Et donc finalement, le level design dans ce projet, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui s'en approche le plus. C'est-à-dire que en fait, on a conçu chaque rencontre, on les a dupliqués en plein de niveaux de difficulté en fonction de quand le joueur le rencontre, à quel moment il le rencontre dans le jeu. Et puis, voilà, donc c'est ça qu'on a fait en termes de level design. Tout à fait. Tu t'en sors contre le boss? Non, je suis un peu en galère là. Ouais, je vois ça. Là, c'est Body and Klein. C'est le duo de gangsters. Et elles aiment bien s'entraider un peu et se soigner l'une l'autre. Donc il faut réussir à briser un peu le cycle. Là, ça devrait le faire, je pense. Là, ça devrait le faire. Là, j'ai l'impression que tu vas réussir à en avoir une. Et voilà, une fois qu'il y en a une des deux qui est... une fois qu'il y en a une des deux qui s'est fait avoir, l'autre, c'est plus facile. Qui s'est occupé des musiques, c'est quelqu'un qui était avec nous en game design, dans notre équipe de game designers, qui a géré overall le son du jeu en général et qui a trouvé les musiques. Ce n'est pas lui qui a créé les musiques, mais c'est lui qui a trouvé les musiques et qui a s'occuper d'avoir les droits pour les musiques et tout. Voilà. Mais d'habitude, c'est un métier à part entière. Oui, c'est carrément un métier à part entière, dans une vraie production. Mais dans les studios, tous les studios n'ont parfois même pas un seul sound designer. Donc ça s'apprend. À Rubica, il y a des gens qui se spécialisent un petit peu là-dedans, mais c'est en parallèle de leur métier de game designer ou game artiste. Et ça se développe sur le côté. Là, je crois que c'est l'heure de montrer une autre compétence. Voilà, la salve de tir. Le principe, c'est que je vais devoir cliquer à répétition au bon moment. En rythme, ouais, exactement. Pour chaque clic réussi, c'est un tir en plus. Donc pour faire le plus de dégâts possible. On va voir comment je m'en sors. C'est parti. 1. Au début, ça va, c'est pas trop dur. Vous allez voir qu'il va exploser le compteur. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Acceptable. 11 dégâts, tu lui as cassé son bouclier. C'est ok, c'est ok. Hop. On arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin de la première prime. Du coup, dans le jeu, il y a 5 primes comme ça à faire, donc 5 boss à affronter. Et une fois que le joueur a vaincu les 5 boss, il a gagné. Donc les boss sont de plus en plus durs, les environnements sont tous différents à chaque fois. Et
Et donc la difficulté progresse et le joueur a tout intérêt à faire progresser sa difficulté. Bah là, je crois que Klein est un petit peu perdue. Elle n'a pas son duo. Elle essaie de faire de l'aider, mais elle a juste plus de duo. Tu peux peut-être essayer de faire un petit barrel mais c'est roll bien vrai, ça. pour Donc réussir ça, ton défi. T'as raison. J'ai des petits sous-objectifs à chaque combat qui sont une petite condition à accomplir pour gagner des récompenses en plus. Là, je dois tuer un ennemi avec un certain skill. Le skill, bon, il se trouve qu'il s'appelle barrel roll. Voilà, c'est un fameux hasard. Le principe de cette compétence, c'est que le barillet commence à tourner. Voilà, hop là. Et je dois cliquer au bon moment pour tirer la balle que je souhaite. Donc là, pour le coup, à 1 PV, j'ai pas trop de challenge. Je peux tirer un peu ce que je veux. Voilà. C'était pas mal. C'est une victoire. Premier combat, premier contrat accompli. Eh bien, on retourne au saloon. Ouais, on retourne au saloon. Même si vous n'êtes pas game programmeur, savez-vous combien de lignes de code fait barrel roll? C'est facile de s'y retrouver dedans. Alors, pour le coup, je sais pas du tout combien il y a de lignes de code. Compter en lignes de code, c'est très compliqué puisque on a utilisé Unreal Engine pour faire le jeu est fait sur Unreal. Donc c'est un moteur de jeu. Bon, il se trouve que sur Unreal, la programmation, ça se fait pas parfois. Ça se fait pas en code, mais je t'en prie, je te laisse la main. Ça se fait en blueprint, donc c'est ce qu'on appelle du visual scripting, c'est pour programmer de façon visuelle. Ouais, c'est ça, un petit peu comme Scratch, si certains connaissent. C'est ça. Maintenant, il y a ça en cours de techno, je crois. Déjà moi, il y avait ça en cours de techno. Peut-être, mais... Ah ouais, les gens font plus ça? Aïe. Mais voilà, donc en ligne de code, on ne pourra pas vraiment te dire. Est-ce que c'était facile de se retrouver dedans? Pas toujours. Pas toujours, pas toujours. Mais le travail de programmeur aussi, c'est de proposer une architecture de projet d'un point de vue technique. Donc c'est voilà, toute une organisation des différents éléments de jeu au sein du projet dans le moteur. Et donc voilà, leur travail, c'est aussi de bien ranger tout ce qu'ils font pour que même les designers et les artistes puissent intégrer leur travail au jeu. Ouais. Tout à fait. Alors là, il y a un truc pas mal, c'est qu'on a pas mal d'argent. Ouais, intéressant. Et là, dans la boutique, il y a des petits artefacts, des petites trinkets que je peux acheter. Et ça là me plaît pas mal. Elle dit qu'à chaque fois que je sélectionne la deuxième balle dans les slots disponibles, elle gagne plus 2 dégâts. Et elle me plaît bien parce qu'on a déjà la galvanizing qui augmente un petit peu les dégâts de toutes nos balles. J'aimerais bien l'ajouter. Je vais l'acheter, je pense. Et je vois que je peux également avoir une quick bullet. C'est une balle qui a fast, donc quand je la tire, ça fait pas baisser l'initiative des ennemis. Et donc c'est assez fort avec des petits boosts de dégâts comme ça. Donc je pense que je vais faire ça. Faut que j'organise mon barillet en y pensant. Tu commences à avoir une vraie stratégie là. Ouais, carrément. Pas mal ça. Hop là. Donc là, du coup, vu que ma trinket qui est ici me dit de choisir le deuxième slot, j'essaye de penser mes balles écartées de 1. Donc là, je vais tirer celle-là, puis celle-là, a priori. Et ensuite, bon, je serai obligé de changer, mais ça me permettra d'avoir des petits bonus de dégâts. Pas mal. Ok, je vais choisir un prochain contrat. Donc là, j'ai le choix, j'ai deux contrats 2 étoiles, et en fait, je peux décider d'aller affronter des ennemis plus difficiles, mais pour avoir de meilleures récompenses. Donc là, ce serait aller affronter Chester pour gagner plus, mais ça me fait un peu peur quand même. Ouais, non, je pense que... Donc là, il y a Chester, là c'est Zoltan, et à chercher dans son marais. Tout à fait. Hubert. J'aime bien Hubert. Hein. Je dirais que Hubert, ça me plaît pas mal. Et ben c'est parti. C'est parti. Sur Hubert. Bon courage. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à se lancer dans le game design? Je te laisse. Ouais. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à se lancer dans le game design? Quel type de personnalité est généralement attirée par ce domaine selon vous? Alors, je pense que en termes de personnalité, le game design, ça demande. Il y a beaucoup un aspect de communication dans le game design. Le game design, c'est celui qui fait le concept du jeu, celui qui rédige les règles du jeu, mais c'est aussi
moyen de faire le pont entre les différents domaines d'une production, donc entre les programmeurs, entre les artistes. Donc je pense que le game designer, c'est quelqu'un qui doit être assez avenant, doit être ouvert à la communication. Et ensuite, en termes de skills plus techniques, ça demande aussi une certaine rigueur, un bon esprit d'analyse aussi, puisque au final, le game design, ça peut être aussi très... je sais pas dans quoi je me lance là comme explication, mais... Ouais, il faut être capable d'analyser en fait les projets, ce dans quoi tu te retrouves, le genre dans lequel tu te retrouves. Il faut être capable après d'aller analyser les autres jeux de ce genre pour aller comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui marche moins, qu'est-ce qui est associé avec quoi. Puis forcément, il faut une certaine dose de créativité aussi pour venir avec des idées différentes et des jeux un peu originaux. C'est ça. C'est aussi pas mal de... Ça fait partie aussi du métier de game designer, mais il y a pas mal de boulot de documentation aussi. Ouais. Donc il faut être capable de savoir bien transmettre ses idées, que ce soit aux programmeurs pour vraiment leur expliquer comment le jeu devrait fonctionner, ou aussi on est souvent amené à présenter notre jeu à un public un peu moins averti. Peut-être plus tard, ça peut être des investisseurs ou simplement d'autres professionnels. Et donc voilà, il faut être très joli tir. Il faut être capable de bien pouvoir synthétiser, présenter ses idées. Voilà. Mais en vrai, dans notre classe, dans chacune des classes d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de profils différents. Je ne dirais pas qu'il y a un type de personnalité, une type de manière d'être game designer. Il y a plein de styles différents. Il y a plein de sous-catégories du game design et plein de choses à s'occuper. Moi, par exemple, j'aime bien faire du design de système, donc créer les effets des balles, créer le système de combat, comment ça se passe, etc. Il y a des gens qui préfèrent faire des niveaux, faire du level design. Il y a des gens qui préfèrent s'occuper de la caméra et du contrôleur, de la manière dont un perso se déplace en temps réel. Il y a plein de catégories différentes de choses à faire en game design. Comment est-ce qu'on a eu l'idée de Barrel Roll? Ah, ça c'est une question pour toi, ça. Alors, initialement, donc, c'est un projet, c'est le projet de notre 4e année. Donc, il y a eu un petit process de sélection des concepts au tout début de l'année. Et on a dû chacun, en groupe de 2, proposer un concept original, voilà, et le présenter à tout le reste de la promotion. Et le principe, c'est qu'après, avec un petit système de vote, on choisissait que 6 projets différents pour qu'ils soient réalisés tout au long de l'année. Et donc, du coup, j'ai été à l'origine du projet. Donc, une fois qu'il a été sélectionné, après, on a formé une équipe avec toutes les 15 personnes qui ont au final travaillé sur le jeu. L'idée, elle est venue de plusieurs influences. Déjà, le combat au tour par tour, c'est un genre de jeu que j'ai pas mal, avec lequel j'ai pas mal interagi, en tant que joueur surtout, puisque j'ai jamais eu l'occasion d'en faire avant. Et puis, je voulais aussi partir d'une fantaisie un peu forte pour faire un combat au tour par tour qui a un peu du caractère. Et donc, je cherchais notamment quelque chose d'assez physique. Et donc, le cow-boy, en partant du cow-boy, je me suis demandé l'arsenal du cow-boy. Le revolver, c'est un peu l'arme classique du cow-boy. Et donc, le barillet, c'est très tangible, physique. Et c'est à partir de là que j'ai construit les différents gameplays qu'il y a dans Barrel Roll, quoi. Voilà, c'est l'heure d'améliorer une balle. C'est une des features, du jeu qui apparaît quand on va un petit peu plus loin, quand on passe le premier contrat. On a la possibilité d'améliorer des balles. Ça coûte du titanium, donc cette petite ressource qui est là, cette petite ressource bleue. Et ça permet de leur donner des effets qui sont un peu meilleurs. Donc je peux en améliorer qu'une seule à la fois, mais laquelle je vais choisir? Je
pense que la galvanizing, elle est pas mal quand même. C'est toujours bien. Hein. C'est toujours bien. Elle va me donner... là, je gagnais force 1 quand elle était pas améliorée. Et maintenant qu'elle va être améliorée, je vais gagner force 2 quand je la tire. Donc ça va me donner vraiment beaucoup de dégâts. C'est que du bon. Hop là, c'est parti. Superbe. Ça se passe bien ton contrat d'ailleurs? Ouais, le contrat se passe bien. Tu t'approches d'Uber là? Ouais, je m'approche d'Uber. Je vois, on vous force à analyser les types de jeux que vous n'aimez pas. Alors, il y a une différence assez importante à faire entre les genres de jeux qu'on aime. Il y a des genres de jeux auxquels on n'aime pas forcément jouer. Mais faire de la conception, c'est quand même faire de la conception dessus, c'est quand même différent. Concevoir des jeux, moi j'ai déjà conçu des jeux dans des genres auxquels j'apprécie pas forcément jouer, mais par contre ça m'a quand même bien plu de concevoir des jeux dans ce genre-là, même carrément plu. Donc c'est quand même deux choses assez différentes. Au début à Rubica notamment, on essaie de nous faire toucher un peu à tout, c'est très important. Donc au début, on analyse tout type de jeu, tout style de jeu, et on est poussé à travailler sur tout style de jeu. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on se spécialise dans des genres, dans des genres ou en tout cas dans des choses qu'on aime bien faire et qu'on sait faire, qu'on sait bien faire. Et à ce moment-là, forcément, on essaye de mieux choisir. On a la possibilité de choisir les jeux sur lesquels on travaille. Parce qu'il faut qu'on puisse travailler sur des genres de jeux dans lesquels on peut mettre en avant notre spécialité et s'entraîner dessus, apprendre en fait. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans l'industrie, quand on rejoint un studio, on n'est pas forcément amené à choisir les genres de jeux sur lesquels on travaille. Parfois, on rejoint juste un studio et on travaille sur les jeux sur lesquels ils travaillent. Donc il faut aussi on nous apprend aussi à avoir un panel de compétences assez ouvert, assez divers. Oui, carrément. Est-ce qu'on prévoit une évolution sur le jeu? Est-ce qu'on va continuer à travailler sur Barrel Roll? Actuellement, on a un autre projet qui est en cours. Voilà, donc on est en 5e année maintenant. Et on a un projet de fin d'études qui est en cours, sur lequel on est à temps plein. Donc l'équipe de Barrel Roll, tous les membres travaillent sur des projets différents maintenant. Mais c'est toujours possible. Ouais, on aimerait bien qu'on mette à jour le jeu. On aimerait bien faire des petites mises à jour, mais voilà, c'est pas forcément dans un futur très très proche. Mais en tout cas, quand on aura un peu plus de temps, continuer à faire une ou deux petites mises à jour, quelques nouvelles balles et surtout des nouvelles langues. Essayer de traduire le jeu. C'est un des objectifs qu'on aurait. Mais ouais, comme tu dis, à voir quand est-ce qu'on sera en mesure de le faire, quoi. Comment se passe la conception d'un jeu? Quelles sont les étapes à suivre, selon nous? Wow. Très vaste comme question. Très vaste comme question, ouais. Alors, au tout début de la conception d'un jeu, il y a une phase de formation d'une vision. Ouais. Donc, avoir une idée au début, c'est être capable de voir des choses, même si au début c'est très flou, c'est très brumeux, on ne sait pas exactement tous les détails du jeu. Mais ça peut partir, cette vision, elle peut partir soit peut-être d'une fantaisie, donc d'une expérience qu'on veut faire vivre aux joueurs, peut-être inspirée d'œuvres qu'on a beaucoup aimées ou de fantaisies auxquelles on est très attaché. Ça peut aussi partir d'une mécanique très précise qu'on a en tête et qu'on veut absolument mettre en avant dans notre jeu. Par exemple, avec Barrel Roll, c'était un peu un entre-deux. Initialement, c'est parti d'une fantaisie, celle du cow-boy, mais aussi d'une mécanique qui est celle du barillet. Donc, au début, voilà, on a des petites bribes d'éléments qui construisent notre vision. Pendant cette phase, on est souvent peu de personnes. Peu nombreux. Ça se peut se faire tout seul. Ça peut se faire en petit comité. Et une fois qu'on en arrive, qu'on a passé cette phase, il faut réussir à transmettre cette vision au reste de l'équipe. Et là-dessus, on fait des itérations, c'est-à-dire qu'on a une vision de départ,
On essaye de mettre en place des petites mécaniques, des nouvelles choses. Et puis, on teste, on regarde si les gens trouvent ça fun ou pas. On change des choses, on en retire certaines, on en ajoute, etc. Jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne bien, qui plaît aux gens et qui a l'air, en tout cas à la cible, qui plaît au genre de joueurs ou aux joueurs qui jouent à notre genre de jeu. Et puis voilà. Et une fois que ça c'est plus ou moins validé, on part plutôt en production. Ouais. C'est-à-dire on commence à produire le jeu, faire tous les effets, faire tous les personnages, les décors, tout ça. C'est ça. Alors c'est quoi cet événement Là j'ai un petit événement, il y a un peintre qui me propose de sacrifier une de mes balles pour améliorer un de mes slots de barillet. Donc je pense que il me demande une balle rouge, donc j'ai pas trop le choix. Je pense que je vais le mettre là, je vais améliorer ce slot avec une balle rouge. Ok. Hop là. Donc là la balle va se faire manger. Et puis et puis maintenant j'ai un petit effet sur ce slot là, quelle que soit la balle qu'il y a dedans, elle aura plus 3 dégâts. Donc voilà, au fur et à mesure du jeu, quand on arrive un petit peu plus loin, on commence à peut-être avoir des balles en trop et tout, et on peut commencer à sacrifier des balles avec cet événement pour gagner des petits effets sur le baril. Donc là voilà, mon baril, jusqu'à la fin de cette partie, il aura plus de dégâts sur son 3e slot. Sympa, bel upgrade. Tout à fait. Quelle est la personne ayant décidé de la direction artistique? Très bonne question. Donc dans notre équipe, on avait des artistes, Ouais. Et notamment, en règle générale, une des personnes dans le pôle des artistes est directeur ou directrice artistique. Donc c'est cette personne en effet qui décide globalement de la façon dont sont représentées les choses. De la vision artistique en général sur le projet. Tout à fait. Donc, Hubert. Ouais, voilà, c'est l'heure d'affronter Hubert. Il est un petit peu terrifiant, juste un peu. Voilà. Tout à fait. Donc on avait une directrice artistique. Donc par exemple, le métier de directeur artistique, c'est aussi celui de trouver une ambiance qui veut être proposée. Il y a une partie très technique qui est de savoir comment seront faites les textures, combien il y aura la quantité de polygones dans les modèles 3D. Il y a une partie très technique, mais il y a aussi une partie qui est de trouver, en accord d'ailleurs avec les designers aussi, mais de trouver les thèmes, les mots qu'on met sur les visuels du jeu pour pouvoir bien voir précisément quelle est l'ambiance qu'on veut transmettre. Il en a de la vie celui-là. Ouais, il a pas mal de vie. Oh là là, il veut réinvoquer un de ses petits compagnons. C'est le moment de l'en empêcher. C'est l'heure de l'en empêcher, ouais. C'est l'heure du mini-jeu. On a une salve de tir sur 3 ennemis en même temps. Sur 3 ennemis en même temps, là. Ça va être assez rigolo, Okay. je pense. Hop. Pas mal. Hop. Hop. Technique. Ok. Oh, il est pas mauvais. Ok. Dommage. Pas mal. T'as Hop assassiné là. tout le monde. Moi, j'ai eu tout le monde et il est brûlé. nickel. C'est pas magnifique. Ça, c'est une belle opération, ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. T'as géré. Hop. Bon, c'est l'heure de recharger, il va pouvoir ramener quelqu'un. C'est nickel. Hubert a changé d'apparence depuis la démo. Bah. Ah. Alors oui, il a carrément Connaisseur. changé d'apparence. Il y a des connaisseurs, je vois ça. Oui, il a carrément changé d'apparence, Hubert. Ouais, il est plus cool comme ça. Hein. Il est quand même plus cool comme ça. Mais, complètement. alors, Hubert, mais ouais, du coup, ça montre qu'on a fait pas mal d'itérations ouais, carrément. sur les visuels, aussi sur le design. Mais je sais pas s'il y a des footages de la démo qui sont disponibles. Mais la différence entre les deux est assez différente, quoi. Enfin, il y a certains personnages, on les a carrément redesignés entièrement. Parce que voilà, on voulait aussi donner un peu plus d'identité à chaque boss et tout. Donc
Ouais, donc faire un jeu, c'est un processus itératif. Faut pas avoir peur de recommencer. Exactement. Je l'aurais pas mieux dit. On nous demande aussi quel logiciel on a utilisé pour communiquer les tâches entre nous. Euh, alors, principalement, on a utilisé Excel en réalité. Ça paraît pas forcément être un outil de gestion de tâches à première vue. Ouais, enfin Google Sheet. Oui, Google Sheet, t'as pour raison, Excel en tableur, ligne. quoi, Voilà, un tableur pour en ligne. Mais petite recharge. Ouais, petite recharge. Ouais, en fait, simplement, on organise un tableur avec chaque ligne étant un ticket, une tâche à réaliser par une personne. En général, on utilise une méthode agile, c'est-à-dire que chaque semaine, on fait une liste de toutes les tâches, tous les tickets qu'on prévoit de faire. On les attribue à tous les gens de l'équipe pour que chacun ait toujours des tâches pour tous les jours de la semaine. Et à la fin de la semaine, on voit à quel point on a été capable de réaliser toutes les tâches ou pas. Et du coup, on ajuste, soit carrément on ajuste la quantité de contenu qu'on veut dans le jeu parce qu'on voit qu'on est en retard, ou inversement, on voit qu'on est un petit peu en avance. Mais bref, voilà, pareil, c'est agile, itératif, mais ouais, Excel quoi. Bien joué, tu nous as... J'ai réussi, j'ai battu Hubert. T'as géré, hein. Pas mal. T'as presque toute ta vie en plus, ouais, il est fort ce mec. Hein. Pas trop mal. Je vais peut-être améliorer un peu mon bouclier. Hop là, comme ça je passe à 18. Ça me demande du titanium de faire ça, mais c'est plutôt sympa. D'autres questions? Eh ben, merci déjà. Très sympa. Oui, je vois ça. Merci. C'est quoi le type de jeu le plus difficile à designer selon toi? Grand débat, oula. Alors, en termes de temps que ça prend, il y a clairement une hiérarchie. Il y a des genres de jeux qui demandent beaucoup plus de temps que d'autres. Je ne sais pas si le temps, ça veut dire le plus difficile, mais en tout cas, ouais, un roguelike, par exemple, c'est quand même un jeu qui peut se designer et se produire en relativement peu de temps par rapport à un open world, par exemple, à un RPG. MMO, j'en parle. Ou un MMORPG. Bon, voilà, ça, c'est clairement... Je pense que c'est pas le seul critère. Le seul critère n'est pas que l'ampleur du jeu. Parce que par exemple, un MMO, en général, c'est des jeux qui ont une ampleur assez titanesque, qui ont des très très grosses équipes. Je ne sais pas si on peut dire que c'est les genres de jeux les plus durs à designer. Ils ont simplement très grande scale. Maintenant, ça dépend aussi. C'est super dur à comparer parce que, comme tu disais précédemment, en termes de GD pur, il y a des jeux qui sont très différents. Il y a des jeux qui sont plutôt basés sur un système, comme Barrel Roll, c'est un système de combat au tour par tour. Des jeux qui sont plutôt basés sur le fait de contrôler un personnage en temps réel. Dire quel type de jeu est le plus dur à designer, c'est impossible, c'est incomparable en fait, parce que c'est vraiment des domaines un peu différents dans le game design. Donc c'est vraiment dur à quantifier, quoi. Ouais. Tout à fait. Est-ce que je reprends la main Ouais, pour le prochain contrat? je pense que tu peux y aller. Ok. Quand on crée un jeu, on ne devient pas trop fort dessus. Bah si, on devient absolument trop fort, évidemment. Alors ça dépend. C'était une blague. C'est compliqué. Je pense qu'il y a des joueurs qui deviennent meilleurs que toi à ton propre jeu. C'est évident. En fait, tu connais le jeu. Ouais. Tu le connais un petit peu par cœur. Maintenant, dans certains jeux, connaître par cœur, ça ne veut pas forcément dire être meilleur quand même. Voilà. Après, notamment, les game designers ont tendance à pas mal jouer à leur propre jeu pour chercher des bugs, trouver des problèmes, etc. Donc, au bout d'un moment, on y a joué beaucoup, donc forcément, on devient pas trop mauvais, mais... Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Non, je regardais l'heure. Ok, d'accord. Je vais quand même acheter une petite balle en plus. Ok, pas de problème. Tout à fait. Bon, je lance. Je sais pas si au niveau du temps, est-ce qu'on continue pour l'instant. Alors, je prends un contrat 3 étoiles, un 4 étoiles, mais je me sens pas... il est stylé, Fletcher. Mais... Moi, j'avoue, il est stylé. Mais
On n'aura pas le temps d'aller au bout, je pense. Je pense pas. Vas-y, je Chester. Je pars sur Chester. C'est parti. Tout à fait. Mais oui, être trop fort sur un jeu, dans tous les cas, comme tu disais, il y a des jeux où quand on connaît bien, on peut être très fort. Par exemple, sur Barrel Roll, connaître tous les effets des balles, connaître bien ce qui marche dans le système, bah, ça rend la connaissance très forte. Mais par exemple, dans un jeu de plateforme, par exemple, même si tu connais le jeu par cœur, ce qui compte comme challenge, c'est de bien maîtriser le contrôleur. Oui, carrément, moi, je suis Il y a nul. des gens qui sont forts, des gens qui sont nuls. Moi, je suis nul Je pense à personne en particulier. Je suis carrément nul au jeu de plateforme. En première année, on a dû faire un jeu de plateforme. C'est pas parce que c'était mon jeu de plateforme que j'étais très fort dessus. Hein. Soyons clairs. Ça dépend complètement des gens et des styles de jeu. Tout à fait. Voir votre propre jeu aussi avancé, ça vous fait quoi? Bah, ça fait super plaisir. Ouais, c'est clair. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Ça donne qu'une envie, c'est de pouvoir faire la même chose dans l'industrie, quoi. Enfin, à la fin des études. Voilà. C'est sûr. Bah ouais, ce qui a fait plaisir, c'est aussi que c'est un peu la première fois qu'on voit vraiment des joueurs interagir avec quelque chose qu'on a fait. Là, en le publiant sur Steam, on a eu des avis, des premiers avis sur Steam, et ça faisait vraiment quelque chose de l'élite. Ouais, c'est assez exceptionnel. Alors là, ils t'ont mis plein de bêtises dans ton barillet là. Là, t'as un cran rouillé. Voilà, je peux pas le sélectionner. Tu peux pas le sélectionner, et en bas, t'as une balle empoisonnée. Bon, bah, voilà, donc super. Tant que je l'ai dans mon barillet, elle me fait des dégâts. Ouais. Donc je vais vouloir la tirer. Bon, ça va en fait, du coup, tu peux la tirer là, direct. c'est fine. Là, c'est fine, ok. Hop là, il va brûler lui. Multijoueur est un défi selon vous dans un jeu vidéo? Absolument. Évidemment. Évidemment. C'est d'abord un défi technique assez monstrueux. En fait, notamment le multijoueur en ligne, ça demande des compétences de programmation. Ça demande des grosses compétences de programmation. Ça demande de repenser le concept de son jeu pour s'adapter, pour avoir des choses qui peuvent bien communiquer à distance. Et puis en plus de ça, concevoir un jeu dans lequel il y a plusieurs joueurs qui jouent plutôt qu'un seul, ça change tout, quoi, quand on fait un jeu. Ça change tout. Donc oui, c'est carrément un défi. C'est carrément un défi. Ouais, c'est fou. On n'en a jamais fait encore, mais là, il y a plusieurs jeux de cette année, de notre promotion actuellement qui sont en multijoueur. On leur souhaite un bon courage, bien sûr. Il y a aussi un autre jeu, un autre projet Steam qui a été réalisé en 4e année qui s'appelle Out of Stock, qui est disponible également sur Steam. Également disponible sur N'hésitez pas à aller voir. Et qui stream la semaine prochaine. Ouais, il me semble qu'il y a un stream prévu, donc on vous invite à être au rendez-vous, ça sera très sympa. Ouais. Et donc eux, c'est un jeu multijoueur coopératif. En effet. Où il faut réussir à s'assurer que tout se passe bien dans des magasins à grande surface, alors que tout est là pour que ça se passe très mal. Donc c'est assez rigolo, c'est un party game un peu comme Mario Party ou ce genre de jeu. Non, pas vraiment comme Mario Party, mais c'est un jeu à plusieurs. Ouais, c'est le couch gaming, tout à fait. Je vais sûrement... Lui, il va t'empoisonner les balles, hein, si tu le chopes pas. On va l'en empêcher. Hop. Quel est notre style de jeu préféré? Vas-y, toi d'abord. De toute façon, on va répondre la même chose. On est la même personne. Alors, moi j'aime beaucoup les tactical RPG, bien sûr, donc comme Fire Emblem par exemple. Je pense que c'est un genre de jeu que tu aimes bien un peu aussi. J'aime bien ça aussi, Je pense, il y a un truc. D'ailleurs, on a la chance de travailler là-dessus. En ce moment, donc c'est super. C'est pas mal. Ouais, donc des RPG tactiques avec des petits personnages à déplacer sur une grille.
C'est ce genre de jeu-là un peu, ou comme Baldur's Gate 3 aussi, c'est un autre style de tactical RPG qui est sorti et qui a gagné le jeu de l'année il y a pas si longtemps. C'est ce soir d'ailleurs les Game Awards. Ah oui, c'est ce soir les Game Awards. Bon, pas du tout à une heure acceptable malheureusement pour en Europe, mais c'est dans la nuit, mais c'est ce soir. Le tactique, ouais. Quoi consiste Tactical RPG, je connais pas du tout. Bah, en gros, c'est des jeux au tour par tour où on contrôle des unités qui sont des personnages et sur une grille en général, ou c'est pas toujours sur une grille, mais la plupart du temps c'est sur des grilles en cases. C'est un petit peu comme les échecs, mais avec des personnages. Avec des personnages qui évoluent, à qui on peut apprendre des compétences, qui gagnent des niveaux, etc. Voilà. C'est ça, c'est un petit simulateur d'armée, voilà. C'est l'idée. T'as un autre genre de jeu favori, toi? J'aime bien les RPG d'action, un petit peu exigeants, comme les Dark Souls, ce genre de jeu-là. J'aime bien ça aussi, ça me fait kiffer. C'est vrai, pas mal. Bon goût. Ok. Très bien. On va au moins aller à la fin du On va au moins aller à la quoi. fin de ce contrat. Chester, j'ai envie d'en finir avec lui. Hop là. Donc là, ouais, petite update. J'ai pu améliorer un autre slot, un autre emplacement de mon barillet. Je lui ai mis une couleur jaune. Ça fait que quand je tire cette balle, peu importe la balle qu'il y a dedans du coup, ça retarde les ennemis. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on commence à avoir un barillet pas mal customisé quand même. Hein. Ah ouais, il est bien. Ça commence à être sympa. On a des balles améliorées, on a des effets sur les slots de balles. Tout à fait. On n'a pas beaucoup de trinkets, on en a qu'un. On a qu'un seul trinket. Ça fait quoi de jouer à son jeu après tout ce travail? J'aimerais te dire que ça fait quelque chose de différent, mais moi j'y ai tellement joué pour le tester, pour vérifier qu'il n'y a pas de bug, pour vérifier que tout se passe bien, etc. que voilà, c'est juste, ça fait un peu comme d'habitude, c'est sympa. Ouais, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que quand tu travailles sur un jeu, tu aimes à y jouer tellement que c'est pas que t'en as marre de le voir à la fin, mais que voilà, tu le connais bien, quoi. Tu as bien joué. Ouais. Exactement. Ah, c'est pas du tout ce que je... Oula, j'ai pas réfléchi. Oulala, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'était pas si mal en vrai. Mais oui, c'est clair que... Oui, ça par contre, c'est vrai, ça nous fait carrément plaisir de voir le jeu fonctionner sans bug, tourner sans bug, oui. sans accrochage. Ah, ça, on dit pas non. Ça fait vraiment plaisir. C'est pas mal. C'est clair. L'argent dépensé pour acheter notre jeu nous revient-il en totalité? Très bonne question. Très bonne question. C'est a priori, en tout cas, une bonne partie. On n'a pas encore. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, sur Steam, tous les jeux ont 30% de commission qui revient à Steam. Donc, ça, c'est le cas de tous les jeux sur la plateforme, dans tous les cas. Ouais. Et puis, le reste, il est à nous globalement. Il y a la TVA qui passe forcément, et puis le reste est globalement à nous. Il y a une association interne à Rubica qui gère ce genre de choses-là quand les étudiants publient leurs jeux. Et donc il y a des petites conditions et tout, mais on reçoit en tout cas la grande majorité. Tout à fait. Ah, t'as attrapé un petit trinket supplémentaire. Petit trinket, quand notre bouclier tombe à 0, bam, on explose et on fait des dégâts. Enfin, le bouclier explose et on fait des dégâts. Non, on n'explose pas direct. C'est fini, quand notre bouclier tombe à 0, on a perdu. Non. Hey Chester, c'est entre nous là. Vous pensez faire combien de ventes sur la première année? Ouh là là. Ça dépend. Alors, j'ai aucune idée honnêtement. Par contre, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ça va dépendre complètement du nombre de langues dans lesquelles on arrive à traduire le jeu. Voilà. Un des plus gros critères, en fait, là, le jeu est qu'en anglais, et notamment sur Steam, quand un jeu sort,
sur Steam. Steam ne présente pas aux gens qui n'ont pas présente pas aux gens qui n'ont pas référencé les langues dispo sur le jeu. Donc en gros, le jeu est qu'en anglais, donc il n'y a que les personnes qui ont dit que c'était OK pour elles les jeux en anglais dans leurs paramètres, qui voient le jeu apparaître. Donc chaque langue rajoutée, c'est quand même beaucoup plus de personnes qui peuvent être potentiellement touchées par le jeu. Donc ça va dépendre majoritairement de ça. Tout à fait. Que pensez-vous de Rubica après toutes ces années? Waouh, question très large. Honnêtement, c'était quand même c'était et c'est toujours une super expérience. Pour apprendre à faire du jeu vidéo, avoir la possibilité de travailler pendant plein d'années sur plein de projets différents, ça permet d'apprendre plein de trucs, d'être confronté à plein de difficultés, de problèmes à résoudre, etc. Ce qui fait que, honnêtement, ça aide ça aide carrément à progresser. Je sais pas si tu as un truc à rajouter. Ouais, moi, c'est mon point de vue en tout cas. Je suis carrément d'accord. En plus des cours et des enseignements théoriques, je trouve que le plus gros plus, c'est d'avoir l'opportunité d'être quasiment comme dans des mises en situation de l'industrie, avec donc des projets à réaliser. Donc c'est plutôt des petits morceaux d'un Oui, c'est des vrai petits jeu morceaux d'un vrai qu'on jeu. fait. Mais on est vraiment totalement autonome sur la production d'un jeu, avec une équipe complète de différents pôles. Et ça, c'est comme c'est les mêmes situations auxquelles on sera confronté dans l'industrie. Donc c'est vraiment la grande force de Rubica, quoi. Ouais. On nous apprend vraiment notre futur métier finalement. Du coup, on a un peu répondu à la question sur les portes que ça ouvre. On pourra répondre à ça quand on sera sorti de l'école. Ça c'est clair. Oui, carrément. En fait, le jeu vidéo, c'est je pense, en premier lieu, un gigantesque travail d'équipe pour mener à bien un jeu. Et Rubica, ça apprend carrément à travailler en équipe. En plus, évidemment, de nous apprendre nos compétences techniques spécifiques à chaque pôle. Les game designers à faire des concepts de jeu, les programmeurs à faire la programmation, les game artistes à faire le graphisme. En plus de ça, vu qu'on travaille en continu sur des projets d'équipe, avec d'autres élèves qui sont aussi passionnés que nous, ça nous apprend vraiment à communiquer et à travailler ensemble. C'est bien vrai. Tu t'en sors à peu près? Ah là, t'as déjà eu Chester. Là. Il faut juste finir son petit sbire là, et puis... Voilà, ça me semble gagné. Hein. Voilà. C'est presque tout mon shield quand même. Il a presque eu. Franchement, la galvanizing améliorée là. Ouais, ça fait plaisir. Les 6 forces. C'est très très fort. Toutes tes balles font 6 dégâts de plus. Et t'as des balles qui tirent. Ah ouais. Elle faisait 2 initialement. Elle faisait 2 dégâts. 13, maintenant, t'as plus 6 de dégâts. Ah oui, bon, ok. Il y a beaucoup d'effets en même temps. Ouais, il y a beaucoup d'effets en même temps. Alors, plus 6 de dégâts. Elle est dans un slot rouge qui lui donne plus 3. Et t'as ta trinket qui t'en donne plus 2. Comme ça. Donc avec un total de plus... du coup, ça fait... Mince, j'ai pas réussi à tout compter. Ça fait plus 6 de... plus 9 dégâts. Donc, c'est pas mal. Plus 11 au final. Ok. Puissant. Du concept du tremplin. On n'est pas forcément à jour sur le sujet, je dirais. Je pense qu'on n'est pas même d'en parler forcément. Non. Je pense qu'il parle du tremplin. C'est un organisme pour communiquer envers le lycée. Mais on n'est pas tout chargé de ça. Donc on n'a pas vraiment l'info. On n'a pas vraiment d'infos sur le sujet. Mais en tout cas, ce genre d'événements, les petits lives comme ça, ça fait plaisir de pouvoir partager et de parler directement avec complètement. Aussi, donc c'est tout ce qu'on peut dire dessus, pardon. Ok. 4e contrat terminé. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que ça en relance un, là? Est-ce qu'on a le temps? Parce qu'il nous manque un niveau avant d'arriver au bout. Ça dure à peu près combien de temps? Quinzaine de minutes. 15 minutes. Oh, bah, ça va. Ok. Ok, Ah, ça donc part. on va pouvoir finir. va finir une partie Allez, complète. c'est À parti. toi l'honneur. En partie complète, ouais, ils sont à 4. C'est pas. Bon, bref. Ah, mince, on va bon. pouvoir, en tout cas, on va pouvoir affronter Fletcher. Dernier contrat. Allez, On va Fletcher. pouvoir affronter Fletcher. J'ai Ouais, rien pardon, acheté c'est le avant. quatrième contrat, en euh, fait. Qu'est-ce qu'on a? Elle est pas mal celle-là. Hop. Ok, bon, il a gagné le jeu. Bravo. C'est la rotating bullet, c'est une des balles. Elle est assez forte, on va dire assez forte. Elle mérite une petite explication, je pense. Ouais, elle mérite une petite explication. En gros, c'est une balle en fonction du nombre du nombre de slots qui est choisi, du numéro du slot qui est choisi, elle multiplie les dégâts. Donc ça peut être très très fort. Voilà, plus elle est améliorée, plus elle va faire mal. Est-il difficile de donner une longue vie à un roguelike? Difficile, en vrai, je dirais pas forcément. Enfin, c'est assez clair ce qu'il faut faire pour donner une longue vie à un roguelike, c'est faire du contenu. Faire du contenu. Un roguelike, plus il y a du contenu, plus les joueurs ont des choses nouvelles à découvrir, donc plus ils y jouent. Et ils continuent à jouer pour avoir tout découvert. Donc je dirais pas que c'est le genre de jeu où c'est le plus dur de rajouter du temps. Maintenant, ça demande forcément du travail, quoi. Du contenu, c'est du travail, donc ça prend quand même du temps. Allez, c'est parti. Fletcher, on est parti. Fletcher. Mais ce qui est intéressant dans un roguelike, c'est que on crée un peu des catégories de choses à rajouter dans le jeu. Par exemple, là, il y a les balles. Les on peut balles. en rajouter potentiellement plein. Il y a les trinkets. Il y a les trinkets, Il y a les rencontres les ennemis. Et donc, le principe, si on veut augmenter la durée de vie de notre jeu, c'est de rajouter 10 balles, 10 trinkets, un nouveau boss, des choses comme ça. Ouais. Là où, par exemple, dans, je sais pas, un RPG traditionnel, rajouter une quête, c'est bien plus dur à faire, c'est un plus gros travail parce que ça implique de la narration, des cinématiques, une condition de quête à remplir, potentiellement des niveaux. Et donc voilà, avoir des bonnes cases dans lesquelles ranger ces contenus, c'est un peu l'avantage des roguelites souvent. Ouais, carrément. Alors là, là, je suis bien empoisonné. Là, il m'a bien. empoisonné 2 balles. Ça fait pas plaisir, honnêtement. Pardon. Ça fait pas plaisir du tout. On commence à avoir des grosses stats, les ennemis là. Ouais, les ennemis commencent à être vachement faut être résistants. Il faut être costaud, il faut avoir des bons dégâts. Heureusement, on a une balle qui nous aide à. Ouais, avec la force. Voilà. Oui, Là, j'ai pris poison, des dégâts de poison parce que j'ai pas viré les balles à temps. Ça mérite un. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Hein. C'est le moment. Je pense que c'est le moment. Concentration. Ouais, concentration pour moi. Hop. Pas mal, mais Ah putain, dommage. propre. Ouais, je Gros pense que dégâts, c'était gros dégâts. pas mal. C'est Je pense que c'était pas mal. Ouais, tout à fait. On aurait peut-être des trucs. Quelle est la chose la plus dure à faire dans Barrel Roll? Chose la plus dure à faire dans notre jeu. Dans le jeu, Dans le jeu ou en termes de production à produire? Dans le jeu, plus dur à faire. Dans le jeu. On a le dernier niveau de difficulté. Ouais. Donc il faut gagner le jeu 5 fois et chaque fois c'est de plus en plus dur. Donc je pense que c'est le truc le plus dur à faire. Ça doit être le truc le plus dur à faire, je pense. Ouais, sans doute. Donc si vous y arrivez, vous serez les heureux détenteurs C'est ça. d'un succès Steam très rare. C'est Bien sûr. C'est pas mal. Ouais. Combien d'heures est-ce qu'on a passé à travailler sur Barrel Roll? Super pour raconter ça aussi. C'est très très difficile à compter. Mais imaginons que... Alors déjà, on est 15 personnes. Donc une journée de travail, c'est potentiellement 6 heures, mais x 15 du coup. Ouais.
Donc déjà, c'est pas mal tous les jours. Et en sachant qu'on a passé 6 mois, même si les 3 premiers mois, on n'était pas à temps plein. Mais les 3 suivants, on était à temps plein. Donc ça fait pas mal d'heures de travail. C'est dur à... C'est dur on à, peut faire les dur à maths, mais, quantifier. dur à quantifier quand même. Mais imagine-toi, 6 heures par jour, fois 15, sur 6 mois. Ouais. Donc c'est pas mal de travail quand même. Encore 6 heures par jour. 6 heures par jour, voilà. Encore Voilà. une fois, c'est pas vrai. Mais... C'est pas vrai. Hop, je pourrais améliorer une seconde balle. Qu'est-ce que je vais améliorer? Non. Il se passe quoi quand je l'améliore, elle, déjà? Sympa. Sympa. J'ai une auto-reload J'ai gagné auto-reload. qui fait que ta prochaine balle tirée Ouais. n'est pas déchargée. N'est pas déchargé, Donc exactement. c'est pas mal. Je pense que ça va être sympa. Ça commence le barillet commence C'est à être ça, le max. build commence à être vraiment pas mal. Allez, Ah, en production, la question était en production, d'accord. La en chose la production. plus dure à faire en production, qu'est-ce qui était le plus difficile à faire sur ce projet? Bonne question. Bah, souvent, le plus dur, de toute façon, c'est la communication, mais bon, on va pas répéter Ouais, ça c'est un peu encore. général, c'est C'est vrai. un peu général. Ça dépend. C'est dur aussi de comparer entre les pôles. Il y a- Ouais, c'est-à-dire que la chose la plus dure à faire, enfin nous on a fait le design du jeu, donc on a eu nos difficultés, Voilà. Celle des mais dans d'autres programmeurs dans était d'autres pas la même, programmes, quoi. c'était pas la même chose. Mais pour répondre rapidement, en game design, je dirais que c'était. On a pas mal itéré sur le fait, sur la conception du système de combat quand même. Ouais, Imaginer quels sont les différents éléments, les différentes ressources qu'il y a dans le combat. Voilà, donc pour avoir l'entièreté du combat bien ficelé entre les comptes à rebours des ennemis et les tours du joueur, etc. C'était pas mal d'itérations. Sinon, après, l'équilibrage et la conception des rencontres avec les ennemis, c'était aussi pas mal de travail, puisqu'il Ouais, c'était y a de la vraiment beaucoup de quantité travail. pour le coup. Il y en a beaucoup des rencontres différentes. Donc c'était un bon challenge quand même. Ouais. Mais sinon, en art et en programmation, j'aurais plus de mal à répondre. Mais ouais, faire des rencontres, enfin des contrats avec une thématique bien propre à chaque boss au fur et à mesure qu'on progresse dans le contrat, parce qu'en gros le décor il varie en fonction du boss qui a été choisi. Là par exemple on s'approche de la tempête de Fletcher, donc on voit un petit peu d'ailleurs son vaisseau qui passe dans le fond. Ça a été un défi assez conséquent en art. Je ne saurais pas dire si c'était le plus dur, mais en tout cas ça a pris du temps, beaucoup de communication entre eux, beaucoup de l'environnement artiste a dû travailler avec le cara artiste pour faire un environnement qui matche bien avec la personnalité du boss, et puis ils ont travaillé aussi avec nous parce qu'il fallait des mécaniques de jeu qui matchent bien avec la personnalité du boss. Donc voilà, ça a dû prendre honnêtement, je pense, pas mal de temps et beaucoup d'énergie. Yep. Il a fait le calcul. Wow. 16 200 heures environ sur vos stats. Et ben voilà, 16 200 possible. heures. Damn. Ça fait beaucoup. Pas mal. Pas mal. Mais encore une fois, je pense que dans une vraie production, C'est beaucoup au plus final, que ça. Ouais. 6 mois pour une production de jeu, c'est pas énorme. Non, c'est plutôt une moyenne ça- basse. Voilà, ça se compte plutôt en années en général. Ouais, plutôt Ça comme dépend moi. bien sûr de la taille du jeu, mais dans les productions de AAA, c'est plusieurs années. Ah oui, d'accord, on peut calculer une petite différence. On est plutôt sur 1080 heures, visiblement. Ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est peut-être plus réaliste. De toute façon, on arrive à des chiffres où c'est dur, c'est dur de se représenter. Tout à fait. Ce Bien joué, projet bien joué est-il pour notre le calcul. favori ou il y en a un autre? C'est dur de faire des Waouh, favoris. il faut- Il faut pas faire de préférés. J'allais dire, il faut pas bien. faire de préférés avec ses enfants, mais C'est vrai, C'est des vrai. enfants. est-ce que c'est enfin, Bah, moi je dirais que quand même, faut pas faire de préféré, mais c'est mon préféré.
Bah, Pour l'instant. pour l'instant, parce que d'un autre côté, c'est le jeu qu'on a fait qui est sorti, donc Ouais, forcément. voilà, c'est plus abouti un peu. Tout à Donc, fait. forcément, il y a plus d'attaches. Maintenant, en ce moment, on travaille sur un jeu qu'on aime aussi beaucoup. Ouais, voilà, carrément. Donc, voilà, en général, on a tout kiffé pour l'instant en termes Ouais. de prod. Carrément. Bonsoir, je viens d'arriver. C'est quoi le parcours que vous avez fait pour en arriver là depuis le lycée? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Et Moi, perso, j'ai passé un bac. C'était déjà plus un bac S, c'était un bac, j'avais spécialité maths physique. Et puis, en fait, j'ai passé le concours. Je suis allé passer le concours. Et puis, j'avais travaillé sur des projets, des petits projets de mon côté pour faire un petit portfolio pour le concours. Je me suis pas mal préparé en regardant notamment pas mal de ressources en ligne sur le game design, des vidéos sur le sujet. Et puis j'ai passé le concours direct après le bac, même pendant le bac, parce que le concours est un petit peu en même temps que la fin de la terminale. Et puis voilà. Et depuis, je suis à Rubika. tout à fait. Exactement la même réponse pour moi, il se trouve. Pareil. Mais il y a aussi beaucoup de membres de notre promotion qui ont fait autre chose après le bac. Ouais, Ça peut carrément. être, il y en a qui ont fait Sciences Po, profils sont il y en a très qui ont variés. fait, de la bio plutôt. Il y a plein de profils différents. C'est l'heure de jouer. C'est l'heure de. Ah, tu vas gambler? Je vais gamble. Bonne chance. C'est l'heure du mini-jeu. Une chance sur 5 de gagner de l'argent. Ouais, là ça va pour Non, c'est l'instant. l'inverse. Là, j'ai toutes mes chances. Là voilà, Une chance sur 5 il y a une carte, il y a de une rater. carte dedans. Il y a une chance sur 5 de rater. Je peux partir hein, et garder l'argent. D'ailleurs, je garde l'argent dans tous les cas, mais si je me fais avoir, j'aurai moins de boucliers pour le prochain combat, qui est contre un boss en plus. Ok, donc, pour l'instant ça va. là, j'ai Deux 2 chances chances sur sur 5 de rater. 5. Oui, je tente. Hein. Je tente. Tu me dis laquelle? Laquelle c'est, tu penses? C'est celle-là, il me semble. Ouais. D'ailleurs, si c'est faux, c'est ta faute. Hein. Aïe, 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 aïe. Je me sens trahi. Je me sens vraiment trahi. Je me sens trahi. Désolé. Je voulais pas. Aïe, Je voulais aïe, pas. aïe, aïe. C'est vrai. Bon, allez. Je vais voir Fletcher, mais j'ai pas tout le Avec un bouclier, quoi. brisé. Qu'est-ce qu'il est cool. Ouais. Ah, il est plutôt cool, Fletcher. Je veux même pas le combattre en fait, il est trop cool. Ouais, c'est vrai qu'il a des éclairs et tout. J'aimerais trop faire partie de son gang. Ouais. Si seulement. Si seulement. Hop là. Un petit spoil de l'autre jeu sur lequel on travaille. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est un jeu sur. Je sais pas si on a le droit de faire ça. Je sais pas si on a le droit de faire ça. On a le droit de faire ça, très Ouais. bien. C'est un jeu sur des mousquetaires. Voilà. Voilà. C'est un jeu de KPDP. Tactical RPG de Tactical de RPG mousquetaires. de KPDP. Voilà, c'est le prochain jeu. Tout à fait. C'est le jeu sur lequel on est en train de travailler actuellement, tous les deux, avec une équipe de 7 personnes. Voilà. Mais ouais, tous les membres de Barrel Roll du coup travaillent sur un peu tous des projets différents. Donc il y a- Ouais. Nous, on s'est il y a retrouvés tous les deux sur le même projet, mais c'est pas le cas du reste de Ouais. l'équipe. il y a 7 projets, il me semble, en parallèle. Ouais, Sept- 8 je ne sais plus. projets. 8 projets, voilà. Est-ce que les cours sont plus simples qu'au lycée ou plus durs? Ça va faire réponse bateau, mais ils sont différents. Tout à fait. En fait, pour le coup, c'est vraiment très très différent. Ouais. Au lycée, il y a un emploi du temps fixe qui est le même chaque semaine, avec des heures de cours qui sont les mêmes et tout. Et puis les cours c'est 1 heure de cours, puis 1 heure d'un autre cours, etc. À Rubika, en fait, chaque jour, c'est un intervenant. Donc c'est pas un professeur, c'est souvent quelqu'un qui vient directement d'une entreprise de jeux vidéo, qui travaille dans le jeu vidéo, qui vient nous donner un cours. Et donc c'est le même cours toute la journée. Donc voilà, donc c'est vraiment très très différent. Et en plus, on n'a pas vraiment de contrôle. On a des projets, comme on a déjà parlé, des projets chaque semestre. Et et puis des petits projets autres en parallèle pour apprendre des compétences spécifiques. Et c'est tous ces petits projets et ces gros projets qui font les notes qu'on a à la fin. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est très dur à comparer. C'est ça, d'autant plus que les matières
qu'on étudie en cours, elles sont très spécialisées par rapport au lycée. Donc, certes, on a des cours d'anglais, par exemple, mais par exemple, les cours qu'on a, c'est game design théorique ou level design. Et donc, c'est difficile à comparer par rapport à des matières plus généralistes. Mais c'est peut-être pas plus dur qu'au lycée, mais en tout cas, ouais, c'est plus focus sur l'industrie. Il m'avait une patate, Fletcher. Fallait être meilleur. Hein. Il fallait pas me faire perdre au mini-jeu précédent, surtout. Oh, c'est ma faute, franchement. C'est ma faute. C'est ma faute. T'es large. Ouais, je suis large, ouais. Ça peut dégénérer, hein. C'est vrai que... Et il a tendance à dégénérer. Surtout qu'il veut Fletcher. invoquer un nouveau copain, là. Ouais, tout à fait. Appelle un membre du gang. Ouais, c'est pas rassurant. Pas rassurant, ces histoires. Ça va le faire. Ouais. Sur quel engine on a fait le jeu? C'est Unreal Engine. Le jeu est fait sur Unreal, ouais. Carrément. En règle générale, à Rubica, on est amené surtout à travailler sur soit Unity, soit Unreal. Voilà, c'est les deux gros, c'est les deux moteurs. Ouais. Sur Unreal, ouais. 7 personnes, ça fait pas beaucoup de monde pour un jeu vidéo. Qu'en pensez-vous? Alors, en effet... Pour un vrai jeu dans l'industrie, clairement, une équipe de 7, c'est pas beaucoup. Maintenant, on est en études, donc l'objectif, c'est pas de sortir un jeu qui dure 50 heures. Donc, ça reste des équipes c'est une équipe qui est capable de faire ce qui doit être fait pour le projet et adapté à la taille du projet. Il y a des jeux multijoueurs, par exemple, dans la promo qui demandent vraiment une quantité de travail et de travail technique surtout important. Et donc, eux, ils ont des équipes plus grandes, adaptées en fonction de ce qu'il y a besoin. Tout à fait. On dit aussi en règle générale dans l'industrie qu'il y a... la taille de l'équipe dépend beaucoup de la scale, l'ampleur du jeu. Ouais. Et on dit souvent qu'il y a plutôt des jeux qui sont triple A, où c'est des très très grosses équipes. Parfois, il y a de plusieurs centaines de personnes. Mais il y a aussi des jeux soit double A, donc avec des tailles d'équipe modérées, soit totalement indé. Il y a certains jeux qui ont très bien marché, où c'est fait par une poignée de personnes, parfois une personne toute seule même. Donc il existe des scales, des ampleurs de projets qui sont très différentes. Et c'est pas rare qu'il y ait des jeux qui soient faits par une dizaine de personnes non plus. Ça existe aussi. Et tout type de métier du jeu vidéo chez Rubica, il y a 3 sections, chez Rubica. Il y a la section game design dans laquelle Ethan et moi on est. Il y a une section programmation pour faire le dev des jeux. Et il y a une section game art pour tout ce qui est asset graphique, ce à quoi le jeu ressemble. Voilà, donc c'est les trois grandes sections. Mm-hmm. Et c'est globalement les 3 corps de métier principaux de l'industrie, donc ça coïncide plutôt pas mal. C'est ça. Et au sein de ces 3 sections, chacun individuellement peut se spécialiser dans des c'est ça, bien sûr. Métiers. Il y a forcément des sous-catégories. En art, par exemple, les personnes qui font les décors sont souvent pas les mêmes que les personnes qui font les animations des personnages. C'est vraiment des métiers très différents. Et ça, on est amené tous à se spécialiser au fur et à mesure, plutôt sur les dernières années. Au début, on doit faire un petit peu de tout, on doit toucher un petit peu à tout. Et puis, au fur et à mesure, on peut se spécialiser. Tout à fait. Alors là... on arrive sur la fin du stream. Ouais. J'espère que ça vous a plu, qu'on a pu répondre à vos questions. Je regarde s'il y a des petites questions à qui on peut répondre. On peut finir les petites questions. On vous laissera, essayer le dernier contrat. C'est ça, exactement. C'est pas aller découvrir le jeu. Permettra de. Là, c'est le dernier contrat. C'est le boss. Le dernier boss à affronter. Et puis, on peut peut-être répondre rapidement aux dernières questions. Est-ce que... Oui, donc tout à fait, il y aura une rediffusion. Ouais, il y aura si une jamais rediffusion. vous avez raté le live, vous pourrez
le retrouver sur la chaîne de Rubica, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on est souvent amené à tester les jeux des autres? Ouais, carrément. Ça arrive assez souvent. Parfois de manière formelle, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de projets qui envoient un message sur le Discord de la promo en proposant de s'inscrire à des tests pour avoir des retours sur leur jeu. Et puis même de manière souvent plus informelle aussi, c'est-à-dire que là, cette année, on est répartis en équipe de projet, mais d'habitude, nos places dans la classe, on n'est pas forcément assis à côté des gens qui font les mêmes projets que nous. Donc parfois, ça arrive, juste je jette un coup d'œil sur ce que fait mon pote à côté, et puis peut-être des fois c'est prêt à être testé ou plutôt bien testable, et puis il me fait tester rapidement. Donc ouais, ça arrive souvent, ça arrive tout le temps en fait. Ouais, c'est très très courant. C'est très très précieux de faire playtest son jeu à chaque fois, donc on n'hésite pas, on profite d'être plein dans la promo pour avoir des playtesters. Est-ce qu'il faut choisir sa filière dès la première année? Alors, il faut choisir sa filière donc, entre les 3 corps de métier principaux, design, artiste, programmation. On y rentre directement dès l'entrée à Rubica. Donc ça, il faut choisir entre ces trois-là. Voilà, on s'engage dans un des 3 domaines. Voilà. C'est quand même des compétences qui sont vraiment très différentes. Voilà. Des compétences et c'est des métiers complètement différents. C'est ça. Le concours d'entrée à Rubica pour chaque filière est différent du coup. C'est ça. Maintenant, c'est possible, ça peut exister éventuellement des passerelles, changer ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. C'est assez rare, notamment entre le game design et la programmation. Ça peut arriver. Mais voilà, c'est pas très commun. Vu que vous communiquez avec toutes les branches, difficile à entre branches différentes. Oui, carrément. Ouais. En réalité, c'est presque la même classe, une promotion de game. C'est les designers, les artistes et les programmeurs. Dans les projets, on travaille directement avec les autres branches. On travaille vraiment direct. Voilà, direct même si nos cours, ça se passe en général que entre notre filière à nous, les projets, par exemple, Barrel Roll, on a chaque heure de travail de Barrel Roll, on parle avec les artistes, avec les programmeurs. Donc il y a beaucoup de contacts entre les filières. Ouais, complètement. Très super. Je vois que vous avez du merch de votre jeu, vous le vendez ou pas? C'est ça. C'est... Alors, oui. C'est du... On peut dire que c'est du merch. Bref, non, il n'y a pas de merch. Il n'y a pas de merch. C'est une affiche du jeu. C'est une affiche du jeu qu'on utilise notamment, qui est en convention parfois. Non, celle-là, elle est devant la... Celle-là, elle est collée à côté de la porte de notre salle de classe de cette année. Tout à fait. Pas de merch pour l'instant. On l'a déplacé. Désolé. Pas de merch pour l'instant, désolé. Peut-être si Barrel Roll explose, qui sait. Bref. Je crois qu'il n'y a pas de questions qu'on ait oubliées. Non, ouais. Ça me semble good. Ok. Écoutez, merci à tous ceux qui sont venus. Et puis, alors attends, une dernière question. Allez, c'est la dernière. Mais du coup, il y a un chef de projet pour le jeu. Les décisions sont prises comment? Bonne question. Il y a évidemment pas de hiérarchie véritable entre des étudiants d'une même promo. Enfin, je veux dire, on n'est pas meilleur que les autres, donc il n'y a pas de chef. Maintenant, le rôle du chef de projet, ça veut un peu tout et rien dire en fonction de quoi. Il y a souvent quand même quelqu'un qui s'occupe de, côté art ou côté design, de porter la vision, ce qu'on appelle porter la vision. Ouais. Donc en gros, quelqu'un, souvent à l'origine de l'idée du jeu, qui s'occupe de s'assurer que tout reste un petit peu cohérent vis-à-vis de la proposition initiale et entre eux. Qu'il n'y ait pas d'incohérence, de moments où on voit que ça part dans un sens mais que ce n'était pas prévu, c'est juste c'est un peu trop différent, c'est juste c'est pas cohérent avec le reste du jeu. Et en parallèle de ça, il y a souvent des gens qui s'occupent, des genres de managers, des producteurs, des gens qui s'occupent de prévoir les tâches de tout le monde, le travail des gens dans le temps. Donc eux aussi, ils sont un peu chefs, vu qu'ils s'occupent de distribuer les tâches aux gens, mais il n'y a pas de hiérarchie, quoi. Voilà. Tout à fait. Et les décisions sont souvent prises en groupe,
en équipe. Et d'ailleurs, les rôles sont distribués au départ juste en fonction de qui a envie de tester quoi. Il y a des gens qui ont tourné pas mal, qui ont essayé d'être chef de projet, genre producteur, et puis ça leur a pas plu, donc ils ont tenté d'autres choses, etc. Ça dépend des projets et on essaie de tourner un peu pour les gens qui ont envie en fonction au fil des années. Tout à fait. Bien. Et du coup, merci à tous. bonne soirée à tous. Merci d'être passé. Cool. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura donné envie de jouer à Barrel Roll. Yep. Tout à fait. Vous pouvez suivre Barrel Roll. Oui, c'est vrai. Vous pouvez suivre réseaux. Barrel Roll sur les réseaux, notamment sur Instagram, notamment. On poste, ça nous arrive de poster des choses. Et puis sur YouTube, il y a le trailer du jeu et des petits posts aussi. Voilà. N'hésitez pas. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. À plus. Bonne soirée.